mon papa, il s'est fait virer de Coqueril à l'époque en 94 et puis voilà, après il a pu retrouver du taf voilà, et je sens fort, enfin voilà, le prolétariat et enfin voilà, c'est même, je pense que c'est dur de changer de classe ou de changer de. Enfin, quand je rencontre des gens qui ont un salaire de 5 000 euros, c'est pas mes amis. Enfin, je veux dire que je les rencontre juste. Enfin, il y a, ouais. Mais après. Il y a une différence de monde, quoi. De monde, ouais. Des strates. Ouais. Quoi, mes parents sont chômeurs et moi aussi, quoi. Bah après, enfin, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on choisit comme étude et comment on se débrouille. C'est très personnel aussi. Par contre, je sais que je suis hyper privilégiée en tant que belge ou blanche. Même en tant que femme, je peux dire que j'ai pas de privilèges dans le sens où j'ai quand même été en sécurité. Et, avoir le chômage, c'est aussi un privilège. Oui, et moi moi quand je parle de féminisme, j'aime bien dire le féministe équilibriste parce que je cherche surtout l'équilibre entre le rapport homme-femme et voilà, parce que j'ai pas envie de dire je reprends le pouvoir parce qu'en fait, en plus, je trouve ça vraiment compliqué parce que pour moi le système est patriarcal, mais je rencontre aussi beaucoup d'hommes qui n'ont plus leur place d'homme non plus, pas dans les rôles là, c'est vraiment la place de qui on est dans un monde donné. Et donc je pense qu'il y a vraiment une recherche des deux côtés de qui on est. Moi j'aime bien parler plutôt des communautés parce que je n'appartiens pas qu'à une seule communauté et que par ailleurs elles sont plutôt poreuses. Donc, comme je le dis dans le spectacle, moi je suis à la fois, et comme Lisette nous présente, belge, d'origine congolaise, belgicaine. Donc du coup je suis à la fois à la communauté belge, bruxelloise, francophone, je suis à la communauté des femmes noires, à la communauté des lesbiennes, à la communauté des écrivaines, à la communauté des poétesses. Alors tout ça c'est je ne peux pas vraiment dire départager ces différentes communautés auxquelles j'appartiens et qui inévitablement ont un impact sur mon quotidien, sur la manière dont les gens me perçoivent ou interagissent avec moi, etc. etc. Et du coup, ça nous amène à la fameuse question de l'intersectionnalité. Est-ce que quand les gens me parlent mal ou me discriminent, on va dire, est-ce que c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis une femme, ou est-ce que c'est parce que je suis lesbienne, ou est-ce que c'est parce que je suis bruxelloise, congolaise, vivant au pays du colon, voilà. C'est difficile de faire la part des choses à ce niveau-là. On pourrait dire qu'il est quotidien, mais tu vois, c'est un discours qui est un peu old school, dans le sens où les choses sont beaucoup plus complexes que ça. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, regardez, on peut être dans un festival, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a machin. Je veux dire par là qu'on n'est plus dans cette époque où tu peux marcher dans la rue et on va te traiter de sale noir. En tout cas, ça fait 38 ans que j'ai en Belgique, il n'y a jamais quelqu'un qui a osé, peut-être parce que j'étais grand, mais même quand j'étais plus jeune. Par contre, on va se retrouver au quotidien avec des remarques ou des habitudes que certaines personnes ont prises en disant justement il est noir, ça peut aller à toucher les cheveux, c'est pas méchant à la base, on est d'accord. Mais si je devais toucher les cheveux de tous les blancs que je vois, je m'en sortirais pas. Donc je veux dire, ça peut aussi se traduire dans des gestes comme ça, parce qu'on a toujours l'impression il y a eu du travail qui a été fait avant nous, et nous en fait on continue ce travail parce qu'on sait que le vrai combat il est dans la tête des gens. En fait, ils vont dire en fait, moi j'ai un ami sénégalais. Ou bien mes enfants sont métis. On arrive avec oui, mais j'ai été en vacances au Maroc. Ils sont tellement gentils ces gens-là. Et donc et jamais je n'ai traité personne de sale nègre, sale bougnoul, sale bamboula, etc. Et donc parce que les manifestations du racisme, appelons-le racisme primaire de base, etc., ne sont plus les mêmes,
Encore que, on peut aller se promener sur les réseaux sociaux et on peut dire, là c'est vraiment, les temps ils ont presque pas changé tellement c'est frontal. Mais parce que les manifestations ne sont plus les mêmes, du coup, on en arrive à se dédouaner en disant ouais, mais c'est plus la même chose maintenant. Genre, non, c'est beaucoup plus vicieux. Le racisme est structurel. Elle, si elle vit ce que moi je vis aussi, c'est-à-dire ça, c'est qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle est complètement zinzin. C'est-à-dire de se dire qu'elle est paranoïaque, qu'elle exagère, qu'en disant qu'il y a du racisme par-ci, par-là, machin, etc., que c'est son problème à elle et qu'elle exagère. Quand on est tous autour de la table et que je dis moi je vis ça, elle aussi, un écho, elle vit ça, c'est collectif, la parole, et on se rend compte qu'en fait on n'est pas dingue, on n'est pas, oui ça existe bien le racisme, alors c'est peut-être pas celui-là sur le continuum là, c'est peut-être celui là-bas, mais ça existe bien, donc moi je milite pour ça, donc que ça ne soit pas un truc d'individu à individu et qu'on repense bien à ce qui se passe au niveau structurel et les conséquences que ça a, en lien avec la question du sexisme, du patriarcat, en lien avec la question du capitalisme aussi. Qu'est-ce qu'on apprend dans les livres d'histoire? Que dit la Belgique quand on se balade à Bruxelles? Moi, je suis bruxelloise, donc quand on se balade et qu'on a la statue de Léopold II, la posée, pour te dire, vraiment, qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'on nous dit et à quel moment est-ce qu'il y a un travail de remise en question, il y a un travail de questionnement de ce qu'a été l'histoire, etc., etc. Alors, je n'irai pas voir le roi pour lui en parler. Tout ce que je peux me contenter de faire, tout ce que je peux faire, c'est d'écrire mes textes, c'est d'aller militer, c'est d'aller dans la rue quand il faut y aller, en disant « moi aussi, je suis belge, et moi aussi, je suis congolaise ». Et en fait, ça, c'est inacceptable. Voilà. C'est bien, c'est une bonne question. Moi justement, j'ai un fils qui va avoir 6 ans et j'ai la collection de Tintin. J'aime bien Tintin en plus. Mais en voyant le Tintin au Congo, quand tu vois, déjà tu vois la couverture et que tu vois le noir et noir, jamais vu de noir aussi noir, et avec de ces grosses lèvres rouges. Et donc par moment tu te dis, tu vois, et quand je dois lui expliquer, parce que bon lui Tintin c'est un peu comme Mickey, ça fait partie des héros collectifs qu'on a tous eu à un moment ou à un autre. Je pense que c'est ça, être belge au Congo Tintin, parce que tu te dis, mais en fait on a mis ce truc genre, c'est l'icône belge quoi. Je sais pas, aux États-Unis ils ont Indiana Jones, on a Tintin. Et donc le truc c'est que tu te retrouves à devoir expliquer ça à quelqu'un, un enfant en fait. Et lui, son père est noir, lui-même il s'est traité de noir à l'école. Et tu te dis, mais attends, si pendant des générations et des générations on a lu ce truc comme étant, en plus Tintin au Congo, c'est pas n'importe quel Tintin, on va pas parler de Tintin en soviet, mais c'est le premier aussi des Tintins. C'est là où commence l'aventure officielle. Et tu lis ce truc-là et tu te dis, mais il y a un décalage. Mais au-delà de ça, je sais que je touchais un peu à un tabou, mais même quand tu lis, je sais pas moi, Tintin en Amérique, tu vois le truc avec les Indiens, ou quand tu vas le voir au Tibet, tu vois, parce qu'il n'y a qu'un seul Tibétain qui est intelligent, c'est son pote Chang. Et tu te dis quand même que en fait la personne qui a écrit ça, je dirais, ouais, disons-le honnêtement, en tout cas il avait des stéréotypes, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu raciste quand même, parce que des Noirs comme ça, ou des Tibétains comme ça, ou des Indiens comme ça, même à cette époque-là, il y a des gens qui militaient pour qu'on reconnaisse les droits des Congolais, des Tibétains et des Indiens. C'est pas un combat qui est soudainement apparu aujourd'hui. Et le fait qu'on ait mis ça en icône, moi je trouve que c'est un problème. Ou alors, comme proposait quelqu'un, ou alors effectivement il faut écrire une bonne notification pour pouvoir replacer, pour que moi quand je me retrouve avec mon fils de 5 ans qui ne sait pas encore lire, donc qui regarde les images, que je lui dise non mais écoute, ça a été écrit peut-être dans tel contexte, la personne qui l'a écrit elle pensait comme ça, il n'est pas représentatif de tous les Belges, et peut-être même en fait qu'il était con. Mais bon, ça peut-être qu'on ne remarquera pas sur la notice, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important que les choses soient mises dans un contexte. Et nous, avec Congo ESA, pour faire le lien avec le spectacle, c'est un petit peu ça.
C'est cet embarras qu'on peut ressentir en lisant Tintin au Congo et d'autres Tintins. Moi j'aime bien un peu embarrasser le public avec ça aussi. De leur dire, vous voyez, quand vous réagissez comme ça, quand vous êtes une journaliste et que vous nous posez des questions un peu bizarres, ou quand justement voilà, vous avez des remarques un peu homophobes, ou quand vous voyez un rappeur et vous pensez que voilà, il est analphabète. C'est ce genre de choses qu'on a retenu positivement Tintin, de l'embarras. Voilà. Le féminisme, souvent, alors que les femmes, quand je dis les femmes, les personnes trans, racialisées, sont les premières à avoir porté les choses. Mais souvent, qui est devant la scène, c'est les femmes blanches, quoi. Et pour moi, être afroféministe, c'est simplement dire attention, c'est pas tout d'être féministe. Ok, il y a une communauté de femmes, il y a une sororité, il y a des alliances qui existent, etc. Mais être afroféministe, c'est quand même ne pas oublier cette question-là. Je parlais au départ de l'intersectionnalité. Donc qu'est-ce que ça recouvre? Les questions de genre, les questions de race, les questions d'identité sexuelle, etc., etc. C'est bien et c'est triste ce terme afroféministe parce qu'en fait, dans la mesure où on est obligé de marquer afro, par exemple, c'est comme quand il y a eu le mouvement MeToo, on a parlé de ça il y a 1 an et demi, 2 ans comme ça. Et puis quand tu vois que la première personne qui a lancé cette expression de MeToo est une personne noire et qu'il faut attendre, je sais pas, Alyssa Milano ou je sais pas quelle autre star pour que ça devienne un terme qui vient dans les lèvres, dans tous les médias. C'est pour ça que d'une certaine manière, le côté afro est important. C'est aussi que ça part de quelque part. Les gens ont toujours, en tout cas régulièrement, pour être diplomate, régulièrement, ce qui est à la base le fait, l'initiative, l'élan de communautés racialisées, de communautés minorisées, etc., va complètement passer aux oubliettes. Et puis, comme une fois qu'on est blanc, les yeux bleus, cis, on peut mettre plein de choses. Et là, c'est attention, MeToo. Mais oui, évidemment, les femmes, elles se font harceler, etc. C'est terrible. Et donc là, ça. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui vient et qui dit non, mais juste pour rappeler la genèse des choses, c'est que ça a commencé aussi par ces femmes-là, qui sont des femmes qui sont non blanches, quoi. Et c'est juste ça, en fait. C'est pas juste ça, mais c'est surtout aussi ça. Et je pense que c'est important, tout simplement, que de reconnaître d'où on vient, d'où on parle, qui parle. Et surtout, ça dit des choses sur notre société. Ça dit des choses. C'est une femme noire, une personne trans qui lance les premières émeutes à Stonewall. Ça dit des choses de qui se retrouve au bas de l'échelle. Donc on fait la boucle avec ce que vous me demandiez au départ sur les questions de racisme, sur les questions de discrimination, tout simplement. Voilà. Après je suis afroféministe, mais je suis plein d'autres choses aussi. Je peux être sympa aussi.